Bonsoir et merci à tous de participer à ce webinaire qui est le deuxième organisé par l'Institut d'entrepreneuriat, donc un webinaire digital. Peut-être que vous avez vu que le premier webinaire a été consacré à l'accompagnement des entrepreneurs. Ça a été un webinaire très intéressant. Donc, on a voulu traiter d'un thème un petit peu semblable pour ce deuxième webinaire, enfin, ou en tout cas pas semblable, mais connecté, qui consiste à mieux comprendre les compétences des entrepreneurs. Le titre est un petit peu une provocation. Donc, est-ce qu'on est entrepreneur ou on le devient? Essentiellement, la question qu'on se pose, c'est d'abord quelles sont les compétences spécifiques des entrepreneurs? Et puis, est-ce que ce sont des compétences qu'on acquiert par la pratique, par l'étude, ou quelque part, est-ce que ça a quand même à voir avec une posture, avec des traits de caractère? Donc, évidemment, vous pouvez imaginer que c'est un assez vieux débat entre l'inné nature-culture. Donc, je ne pense pas qu'on va le résoudre ce soir, mais en tout cas, on va sûrement en discuter un petit peu. On a prévu un troisième webinaire au mois de juin qui traitera des options de sortie des entrepreneurs. Donc, il y aura un petit caractère financier, légal qui devrait être intéressant. Voilà, donc ce soir, le thème, donc le titre, c'est entrepreneur. Est-ce qu'on est entrepreneur ou on le devient? La table ronde va être animée par Sylvie Gomez. Donc, Sylvie, c'est une ancienne étudiante de notre Executive MBA, une des premières qui ait suivi la formation Corporate Entrepreneur. Apparemment, ça lui a bien réussi ou ça l'a beaucoup marqué, je ne sais pas, un des deux. Donc, Sylvie est une consultante. Elle s'occupe de transformation des entreprises, de digitalisation, et de mise en place de systèmes d'innovation interne. Et elle est un membre de l'Institut très engagé. Elle travaille à mes côtés. C'est elle qui a préparé cette table ronde, c'est elle qui a choisi les intervenants et c'est elle qui va l'animer. Concernant le fonctionnement de la table ronde, donc on va avoir 5 questions et chaque intervenant va répondre à ces questions. On prendra vos questions à vous à la fin. Par contre, vous pouvez les écrire évidemment au fur et à mesure. Donc, on vous demande d'écrire vos questions. C'est plus facile à gérer pour nous si vous les inscrivez dans la questions et réponses, Q&R. Donc, c'est un petit logo là, qui est au bout tout à fait à droite, Q&R. Donc, c'est là que vous devez inscrire vos questions si vous voulez qu'on les prenne. Et on répondra à ces questions à la fin. Alors, en termes de séquence, on a donc la première séquence, c'est la table ronde à proprement dite, où chaque intervenant va pouvoir répondre aux questions posées par l'animatrice. Et puis, on aura une demi-heure de temps d'échange avec vous et on prévoit de finir donc à 20h cette table ronde. Si vous voulez converser entre vous, rien ne vous empêche d'utiliser l'outil iDouane. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup parler à leurs copains pendant les webinaires. Vous avez le droit de le faire. Mais si vous voulez vous adresser au panel avec vos questions, donc bien utiliser l'outil questions et réponses. Merci beaucoup. Donc, j'ai rien oublié, Sylvie? Non, c'est tout parfait. C'est elle qui est le boss. Donc, je vais lui passer la parole et elle va, je pense, vous introduire les panélistes. Mais écoute, merci beaucoup Véronique pour cette introduction et pour cette opportunité surtout d'échanger sur les compétences et j'aimerais même dire les qualités essentielles au succès des entrepreneurs. En effet, ce sujet est né d'une question lors du lancement de l'Institut d'entrepreneuriat de Marjorie, qui est d'ailleurs à ce panel, et ensuite d'une réflexion, puisqu'en effet, on a réalisé à l'Institut qu'on parle de plus en plus d'entrepreneuriat comme d'une compétence. Là, si on s'en réfère par exemple à Michael Page, le spécialiste du recrutement, il désigne l'entrepreneuriat dans son rapport annuel comme la compétence la plus recherchée par les recruteurs en 2020. Par ailleurs, on a vu aussi apparaître des premières offres d'emploi sur des postes d'intrapreneurs. Bon, c'est encore tout frais, mais ça arrive. Et aussi, pendant le Covid-19,
2019, tout ce mouvement s'accélère puisque ont été mises en avant beaucoup des initiatives d'employés innovants pour faire face à la crise. Cependant, ce même rapport de Michael Page dit aussi que ce terme reste bien mystérieux, voire parfois problématique, puisque les employés ne le comprennent pas toujours ou alors sont incapables de l'expliquer avec précision. 1 sur 5 déclare même ne pas savoir vraiment comment le mettre en place. Et ceux qui parviennent à transformer leurs idées en projets à forte valeur ajoutée semblent avoir des profils rares ou assez hétérogènes qui ne se ressemblent pas. Du coup, il devenait très, très pertinent de prendre au sérieux cette question de Marjorie et on s'est demandé donc quelles sont donc ces caractéristiques indispensables à la réussite des intrapreneurs et de leurs projets. Et questionnement qui nous semble un enjeu important puisqu'il va permettre à l'entreprise de mieux les sélectionner, de les former et de valoriser leur parcours. Du coup, on suit l'approche de l'Institut qui repose toujours sur l'analyse des pratiques, des cas pratiques et le partage des expériences de terrain. Et ici sont réunis 5 praticiens experts avec des perspectives aussi riches que variées, des responsables de dispositifs, des coachs, des intrapreneurs, des responsables de communautés, de secteurs divers avec des regards différents. Et je tiens d'ailleurs à remercier pour partager très généreusement avec nous leur soirée et leurs expériences. Donc, bonjour à tous les 5 et je vais vous laisser vous présenter individuellement si vous le voulez bien. Vous le ferez de toute façon beaucoup mieux que moi. Bonjour Sylvie, je commence. Marc Evangelista, bonjour à tous. Marc Evangelista, donc je suis responsable de l'incubateur de Michelin. Et l'incubateur Michelin, c'est le lieu où on pratique l'intrapreneuriat. On a actuellement, pour nous donner d'idées, 8 équipes que l'on accompagne. Et ce sont des équipes d'employés Michelin qui sont là pour explorer de nouveaux territoires pour le groupe. Voilà. Alors, bonjour à tous et toutes. Donc, Sandrine Delage, je travaille chez BNP Paribas. J'ai lancé il y a 4 ans le programme People's Lab for Good, qui est un programme qui a pour particularité d'accueillir uniquement des projets à impact positif qui combinent business et attentes sociétales et environnementales. Et à titre personnel, j'ai été moi-même intrapreneur en 2015 avec un projet d'inclusion numérique, Enjoy Digital. Et je suis engagée au sein de l'association Digital Ladies and Allies pour plus de femmes dans les métiers du numérique. Bonsoir à tous, moi je suis Marjorie Pouzadou, je suis la fondatrice de la communauté Les Intrapreneuses, qui est une communauté d'influence et d'entraide qui rassemble aujourd'hui 1500 intras partout en France, dans tous les secteurs, toutes sortes d'entreprises, tout secteur d'activité. Il y a beaucoup de gens dans les médias au sein de Les Intrapreneuses, mais pas que. Il y a des secteurs bancaires, food tech, industrie, enfin plein de secteurs assez variés. C'est une communauté d'entraide qui partage la vision commune que l'intrapreneuriat est en fait un bon outil d'inclusion en entreprise et un bon outil pour briser le plafond de verre. Et c'est une communauté qui a envie de faire bouger les lignes du monde de l'entreprise. À côté de ça, moi, je travaille au sein d'un grand groupe de médias. Je suis également directrice projet innovation et intrapreneur moi-même et créatrice de plusieurs initiatives d'open innovation, dont un lab, la Maison Eureka, que j'ai co-créé il y a 1 an et demi, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Donc bonsoir à toutes et à tous. Moi, donc Eric Texier, j'interviens aujourd'hui pour partager mon expérience de coach d'intrapreneur. J'ai eu la chance de vivre en immersion avec une trentaine d'équipes d'intrapreneurs de différents secteurs d'activité, l'aéronautique, la banque assurance, les services à la personne, le retail. Donc mon rôle consiste à former en équipe, bien sûr, à la mise en œuvre des méthodes agiles d'innovation. On accompagne aussi toute la partie gestion de la courbe d'émotion qui est liée aux arrêts et remise en route des projets, à l'évolution des équipes. Et je précise également que je coach des startups, alors cette fois évidemment moins pour accélérer ou donner de l'agilité, mais plus pour canaliser l'énergie et aider à franchir les étapes de l'hypercroissance. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, je suis Jennifer Leblond. Je suis la responsable de l'incubateur de la Banque de France.
Je suis très récemment arrivée à la banque, puisque ça fait 4 mois que j'y suis. Mais avant ça, j'ai été moi-même intrapreneur dans une grande entreprise dans laquelle j'étais. Je suis devenue freelance et j'ai accompagné moi-même pendant plusieurs années plusieurs projets d'entrepreneurs. J'ai challengé des entrepreneurs et je suis devenue entrepreneur social en 2016. Voilà. Merci à tous. Comme on peut le voir, vous êtes tous des acteurs de l'intrapreneuriat, mais avec des parcours et des profils très différents. Et donc, je vais commencer avec ma première question. Avez-vous rencontré ou accompagné des collaborateurs qui, selon vous, n'avaient pas ce qu'il fallait pour devenir des intrapreneurs? Et si oui, que leur manquait-il? Jennifer? Ouais, du coup, je vais démarrer. Alors, j'ai envie de répondre évidemment. En fait, pour la plupart des intrapreneurs pour lesquels ça n'a pas fonctionné, de mon point de vue en tout cas, il leur manquait le bon état d'esprit, le bon mindset. En fait, c'est assez difficile de sortir de la posture de salarié quand on n'a pas cet élan entrepreneurial par ailleurs qu'on aurait pu développer dans des projets personnels, dans des projets associatifs ou dans sa vie étudiante. Et ça peut être vraiment, vraiment compliqué. Donc, il faut du temps et parfois, les gens, en fait, ne sont pas prêts. Et donc, l'état d'esprit, en tout cas pour moi, qu'il faut avoir aussi, c'est savoir écouter les autres et accueillir les retours. Et quand on ne sait pas le faire, c'est vraiment, vraiment compliqué. Ça me fait penser en fait, à une femme entrepreneur que j'ai accompagnée sur un projet de plateforme de dons, enfin intrapreneur, qui travaille dans une grande banque et qui travaillait sur un projet de plateforme de dons et qui pensait que son idée, elle était tellement géniale et révolutionnaire qu'elle était sûre que ça allait marcher et que du coup, c'était très difficile de la faire remettre en question son projet. C'était presque impossible. En fait, c'était la remettre en question elle. C'est l'essence de ce qu'elle était. Et il y avait vraiment une dissociation impossible à faire entre son projet et elle-même. Et après, je pense que pour les autres intras que j'ai rencontrés pour qui ça n'a pas marché, c'est que cette capacité à prendre du recul et à ne pas se sentir attaqué personnellement et à être ouvert à la critique, c'est pas forcément acquis. Et en fait, c'est vraiment une compétence à acquérir. Et parfois, elle intervient peut-être un peu trop tard. Donc, le mindset, la posture pour Jennifer. Marc, tu as peut-être un autre point de vue? Oui, alors effectivement, alors, quand on part de situations comme la nôtre où on va recruter en interne dans le groupe des personnes et qu'on va donc prendre des personnes et les mettre qui viennent d'un monde en exploitation, on va dire, même si beaucoup d'entre eux ont envie de sortir de tous les carcans de processus associés à ce monde-là, ben, ils n'ont pas forcément les compétences requises pour être explorateurs et se préparer à le monde de l'intrapreneuriat. Donc, ils vont avoir besoin de formation. Alors, on va dire il y a deux types de formation. Il y a ce qu'on peut appeler des hard skills. Ceux-là, ils sont facilement identifiables et peuvent relativement s'apprendre. Et je rejoins Jennifer, le plus compliqué, ça va toucher des soft skills, très clairement. L'intrapreneur par rapport à un entrepreneur, il y a une grande différence. C'est qu'en fait, il connaît très bien son financeur, il n'a pas à le chercher, puisque c'est celui qui le paye tous les mois. Par contre, il ne peut pas faire sans cette personne-là. Donc, il va être obligé de le gérer et de vivre avec toute l'ambiguïté que son projet, que son initiative va amener. Il va falloir être fin, il va falloir de la conviction pour essayer de changer et de bouger les lignes. Et pour citer quelques exemples, moi je me souviens d'une équipe qui présentait son plan d'excubation. Hein, ça marchait relativement bien, c'était quelque chose qui avait du succès. Donc il fallait passer à l'étape d'après. Ils sont devenus un peu autistes parce qu'ils étaient tellement pris dans leur aventure que lorsqu'ils ont présenté leur plan, ils se sont fait complètement retoquer par le board de chez Michelin. Parce qu'en fait, trop dans leur mindset, ils avaient oublié d'embarquer et ils n'avaient pas écouté suffisamment les différentes parties qu'il y avait autour de la table et pas forcément peut-être répondu à leurs questions à ce moment-là. Et en fait, à peu près 8 mois plus tard, ils sont revenus exactement avec la même proposition et elle est passée toute seule. Donc voilà, donc c'est ce côté fin de travailler avec les personnes, de les influencer, de ne pas forcément aller tout de suite sur l'objectif final, mais de passer à travers les gouttes, de diriger et ainsi de suite, ça va être quelque chose et une compétence qui va être clé pour un entrepreneur. Donc oui, ça s'apprend.
c'est clair. Et quand ils arrivent, effectivement, ils n'ont pas forcément toutes les compétences. Je t'arrête juste un instant, tu as dit hard skills, c'est facile à identifier et à apprendre. Si tu devais en citer un ou deux, tu dirais quoi? Après, ça va dépendre du profil de la personne que l'on reçoit, mais ça peut très bien être du marketing digital, ça peut très bien être, je dirais, des techniques de finance, ça peut être, voilà, c'est ce que j'appelle la partie hard skill, à l'opposé de pitcher une idée, convaincre, parler de principes d'effectuation ou de posture donnée, voilà, ça c'est ce que j'appelle plutôt les soft skills. Quelqu'un veut compléter cette réponse? Oui, du coup, pour faire le lien entre ce qui était dit par Jennifer, à savoir qu'il y a des compétences ou des qualités qui sont peut-être identifiées individuellement, on les voit aussi beaucoup évoluer, puisqu'un programme, ça dure entre 6 mois et 1 an. Donc, le diagnostic de départ, il est parfois challengé. Donc, j'aime bien ajouter à ce point le point du comportement en équipe, puisque c'est finalement peut-être plutôt la complémentarité de compétences dans l'équipe qui est clé pour permettre à cette équipe de pivoter, d'évoluer dans le bon sens. Et ça, c'est peut-être un petit peu challenging de s'assurer que les complémentarités soient en place. Et ça fait le succès. J'appuie le propos de Marc sur la partie hard skills. Quand on a des ateliers collaboratifs sur les méthodes agiles d'innovation, ça, c'est la partie la plus facile, les gens intègrent. Et évidemment, après, quand ils sont dans la mise en œuvre sur leur propre projet, la capacité à se répartir les rôles, à se compléter, ça évolue plus ou moins dans le bon sens. J'ai en tête aussi un autre aspect qui est le lead de l'équipe. 2 exemples qui me viennent à l'esprit. Une équipe de 5 personnes qui a très longtemps fait preuve de la plus grande des inefficacités parce que personne ne voulait finalement assurer le rôle de leader facilitateur dans l'équipe. Donc, chacun travaillait de son côté et après, les décisions ne se prenaient pas ou alors ça prenait un temps interminable. Et puis, autre cas de figure, c'est une équipe cette fois de 3 personnes qui, elles, travaillaient pour le coup en permanence ensemble sur tous les sujets. Donc, peu ou pas de capacité à avancer sur des sujets en parallèle. Alors là, il y avait une magnifique harmonie d'interaction. C'était superbe. Alors, le rythme n'était pas du tout celui qui était attendu. Voilà, donc, en résumé, pour ce qui est des qualités essentielles que j'ai pu observer, je pourrais évoquer la posture de leadership, la capacité à fédérer, à faciliter les échanges, à lâcher prise, c'est un des sujets, à faire preuve de curiosité, d'optimisme, d'audace. Donc voilà, on est plus sur les soft skills qui ont été évoqués. Ça se travaille quand même, on voit que ça évolue sur des programmes. Donc voilà, pour ce que j'ai pu constater, il y a un diagnostic de départ, ça évolue, et puis il y a des gens qui passent à côté. Ça reste toujours vrai. Ouais, et puis on voit dans les commentaires, effectivement, Olivier Leclerc qui nous dit l'intrapreneuriat est un sport d'équipe. Bah, oui, complètement. Et pour compléter ce que vous disiez tous, effectivement, il y a l'équipe et puis il y a le leader de l'équipe. Et c'est vrai que nous, on a fait un sondage au sein de la communauté les intrapreneuses, sur le groupe Facebook. Plusieurs intrapreneurs ont répondu. On a posé la question de savoir quelles sont les compétences clés d'un intrapreneur. Et en fait, à la grande majorité, c'est le leadership qui est la qualité clé qui ressort de ce sondage. Donc, c'est 35% des répondants disent que c'est le leadership, la compétence clé. 19% disent que c'est de la direction de projet. 15% disent que c'est du networking. Donc, à ces 3 qualités, à ces 3 compétences, leadership, direction de projet et networking, vous avez l'avis d'autres intrapreneurs. Et c'est vrai que moi, sur la partie leadership, je voudrais prendre un tout petit peu de temps, quitte à en prendre un petit peu moins après, mais je pense que c'est important, cette notion-là, parce que c'est une compétence, le leadership, qui est une compétence qui est très complexe, qui est une compétence qui est issue d'un processus de maturation. C'est pour certains autant une soft skill qu'une hard skill. Et voilà, aujourd'hui, le leader, c'est celui qui met sa vision en mouvement. Aujourd'hui, le leader, c'est pas forcément le manager. Le leader en innovation, c'est celui qui va incarner le projet, qui va être énormément dans l'action. Voilà,
il y a autant de différences de leadership aussi que de situations et que de secteurs d'activité. On parlait de Thomas Pesquet tout à l'heure avant de commencer la conf. Le leadership de Thomas Pesquet n'est pas le même que le leadership de, je ne sais pas, de Christine Lagarde au FMI ou de Clara Guémard à Raise ou de Céline Lazorte qui a créé Litchi. Voilà, en fait, à chaque leader, une situation différente, mais ce qui est commun, nous semble-t-il, sur le leadership de l'intrapreneur, c'est une partie influence qui est très forte. Il faut savoir influencer autour de soi, son équipe, ses partenaires dans l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise. Mais dans l'entreprise, c'est hyper important. Et il y a cet aspect aussi qui est revenu beaucoup dans nos échanges depuis le début du webinaire, cette posture d'écoute et de ne pas être amoureux de son idée et de ne pas se sentir attaqué personnellement, ce que disait Jennifer. Et vraiment, il y a vraiment cette idée-là et cette idée d'écoute, c'est ce qui semble dans la qualité leadership, ce qui a manqué, moi, dans la plupart des intrapreneurs que j'ai rencontrés dans mon parcours. J'ai en tête 2 intrapreneurs qui étaient tous deux d'excellents experts dans leur domaine, excellents, qui ont mené de gros projets, des projets à plusieurs millions d'enjeux, qui étaient d'excellents leaders a priori, mais qui ont fait échouer leur projet par manque d'écoute. Et en fait, si on met en perspective ce qui manquait à ce projet, à cette équipe à ce moment-là, il manquait un leader qui écoutait les inputs de l'équipe et écoutait les inputs des clients et qui s'adapte en temps réel qui adapte en temps réel son business et qui fait pivoter en temps réel son business quand c'est nécessaire. Donc, vraiment, cette capacité d'écoute dans le leadership. Désolée, je prends un petit peu de temps, mais je pense que c'est clé. Si vous repartez aussi avec quelque chose ce soir, c'est ça, c'est l'écoute dans le leadership. Voilà. Tu veux dire savoir porter un projet et en même temps composer avec les autres. Exactement. Le sens collectif, l'intelligence, voire intelligence collective, tout à fait. Sandrine, un dernier mot sur ces compétences. On va parler des hard skills, des soft skills. Et alors, tu m'as fait découvrir une typologie de compétences que je n'avais pas formalisées, c'est les MAD skills, c'est-à-dire, on va dire, les compétences folles, peut-être. Alors, autant les soft skills, c'est le savoir-être et la personnalité, mais les MAD skills, c'est vraiment sur votre engagement personnel, ce qui fait que vous êtes votre singularité. Et vos convictions, alors évidemment, moi, je porte un programme qui allie business et aussi attentes sociétales et environnementales. Et c'est vraiment ça qui fait la différence et cette conviction, cet alignement. Alors moi, pour moi, ce qui est clé, c'est l'alignement. De vraiment ce qui vous drive et ce que vous faites va faire que vous allez dépasser vos peurs et les compétences que vous n'avez pas forcément en entrée. Donc, juste pour dire, dans le programme du People's Life for Good, on accueille vraiment des bébés intrapreneurs, nous, avec des bébés idées. Ils viennent de 8 pays, dont certains de l'Afrique, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, du Maroc. Et moi, j'ai le souvenir très fort d'une collègue ivoirienne qui est arrivée, quand elle parlait, elle regardait ses pieds, elle ne vous regardait pas en face. Et pendant le programme, en fait, elle a vraiment développé les compétences, mais elle avait ses math skills, ce qui fait qu'au bout de 4 mois, elle est allée chercher le téléphone sur Google du ministre de l'Éducation et de l'Agriculture en Côte d'Ivoire et qu'elle a eu un rendez-vous avec 2 secrétaires d'État au bout des 4 mois. Et vraiment, donc rien de préjugé, elle n'avait pas de leadership au départ du tout, mais elle avait cette conviction tellement forte et chevillée au corps qu'elle a dépassé tous les obstacles. Bon, là, on commence déjà à voir quelque chose. On a donc des hard skills importants. C'est normal que Marc insiste, puisque si je comprends bien, ton programme est très, très inno aussi. Donc, le côté technique important de l'expert. On a vu aussi des soft skills pour composer avec l'organisation, une motivation pour porter un projet et un mindset aussi. Et dans motivation, je mettrais même une
donner de soi, une conviction personnelle et qui rentre dans cela. Donc déjà, un panel. Est-ce que ces qualités-là que vous venez de citer tous, sont-elles bien celles que vous développez dans vos programmes, ou en tout cas les programmes que vous accompagnez pour ceux qui sont, pour ceux qui n'ont pas de programme en soi, et comment est-ce que c'est mis en place et avec quel succès? Évidemment, comme les contextes sont très diversifiés, peut-être replacer dans le contexte de vos programmes avant de répondre à la question, parce que j'imagine que ça va jouer. Peut-être oui, pour commencer, les qualités requises, elles varient énormément tout au long d'un programme qui peut durer jusqu'à 1 an, ce que je disais tout à l'heure, et moi j'ai la chance d'accompagner du début à la fin la plupart des programmes. Et donc, peut-être que ça vaut le coup de repréciser ces différentes phases, même si dans chaque entreprise, on s'ingénue à les appeler différemment, mais pour les resituer au moins en intention. Donc, la phase 1, en général, on l'appelle l'idéation. Donc là, bienvenue aux créatifs, aux extravertis du pitch, plus ou moins improvisés, peu importe, en tout cas ceux qui ont des facilités naturelles là-dessus. Là, les enjeux consistent à stimuler la capacité à créer une équipe autour d'un World Café, d'un atelier d'inspiration pour inciter à l'interaction. Donc là, l'équipe, elle est au tout début. Hein, quand Olivier Leclerc parlait tout à l'heure d'intrapreneuriat, sport d'équipe, c'est justement là, le tout début de l'histoire, on est en train de constituer cette fameuse équipe. La phase 2, on l'appelle maturation, exploration. Peu importe là encore, hein, c'est une période de 2 à 4 mois. Il s'agit donc d'explorer les hypothèses de son projet. On va formaliser son intention d'expérimentation, son lean canvas, et on va aller commencer à échanger, observer des utilisateurs potentiels. Le détachement des intrapreneurs, il est souvent assez faible, c'est 20-30%. Parfois, c'est même en plus du job actuel. Là, on teste beaucoup plus le sens de l'organisation. L'humilité qu'a évoqué Jennifer est déjà mis à rude épreuve. Hein. On avait cru identifier des besoins et on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait ce qu'on avait imaginé. Et puis là, il y a un petit peu de dynamique collaborative qui commence à se mettre en place et on voit les jeux de rôle se créer. La phase 3, donc on l'appelle incubation, expérimentation, voire accélération. Donc la bonne nouvelle, le détachement, il est à 50%, il est même assez fréquemment maintenant à 100% du temps de l'équipe en tout cas. Et là, on va tester en mode frugal, en mode agile, l'appétit du marché. On va établir les premiers indicateurs, on va structurer son business plan. Donc là, il faut à la fois de la rigueur d'organisation, des compétences et de l'affinité pour les éléments financiers, mais à nouveau, il va falloir de l'humilité, de la capacité à rebondir de manière collaborative sur ce qu'on pense être la solution géniale qui n'est peut-être pas tout à fait autant. Donc, il faut pivoter. Donc, capacité de rebond sont pas mal sollicitées. C'est assez spectaculaire, mais en général, ça se passe quand même très, très bien. Et comme j'évoquais tout à l'heure, là aussi, c'est l'heure de vérité. Il y a quelques personnes qui passent totalement au travers de cet exercice d'humilité. C'est assez fatal. Ça fait quand même près d'1 an que le programme a tourné. Bon. Donc, les postures, elles évoluent fortement. Et du coup, ce qui me fait dire que finalement, monter un programme d'intrapreneuriat, quelque part, c'est vraiment créer les conditions de la prise de confiance. Et j'ai plein d'exemples d'intrapreneurs qui viennent de fonctions très terrain, très au contact des utilisateurs, des clients, et qui finalement, sur 1 an, réussissent à s'occuper aussi bien du design du produit, faire les tests qualité, définir l'ergonomie, le niveau de prix acceptable, faire les tutos de vente. Et finalement, ces intrapreneurs challengent le mode de fonctionnement habituel des directions marketing de façon très positive. Hein, c'est très complémentaire, il ne s'agit pas de remplacer. Mais voilà pour ce qui est des qualités et de l'impact de ces programmes. Donc, toi, tu vois des compétences en fonction donc, des phases, des programmes qui ne sont pas les mêmes et en fonction de là où tu interviens. Oui, et voir des limites de compétences parfois, parce que des gens qui étaient très ouverts au départ, à force d'être sollicités et remis en cause, le vivaient un peu moins bien. Et puis d'autres qui étaient un peu plus introvertis, qu'on voyait moins se mettre en avant, se révèlent. Donc, à nouveau, c'est toute la richesse de ces programmes, quoi. Marc, a quelque chose à ajouter là-dessus? Si, toujours en reprenant les différentes phases que vient nous proposer Eric, que l'on reconnaît chez nous. Alors, on a choisi en fait que dès la phase d'incubation, d'avoir des équipes à 100%. En fait, c'est vraiment là où
démarre notre programme, les idées auparavant, ça peut être des idées des employés, ça peut être des idées de lignes business existantes, ça peut être une recherche de technologie qu'on peut avoir et on se dit que peut-être qu'elles peuvent aider sur d'autres types de marchés comme le pneumatique. Mais notre programme, il commence vraiment là. Et l'objectif du programme, en fait, si on revient sur les objectifs, c'est à la fois de réinventer l'entreprise, d'essayer de trouver d'autres business. On est vraiment dans la partie exploratoire, mais c'est aussi le changement de culture. Alors, on a testé pas mal de choses au travers de l'histoire de l'incubateur, mais aujourd'hui, on se concentre sur une méthode et sur un coaching resserré des équipes. C'est-à-dire que chaque équipe est suivie par un coach. D'accord. Et l'objectif de ce coach-là, ça va être de faire grandir les personnes. C'est-à-dire qu'on va utiliser le levier des développements de personnes pour qu'elles puissent atteindre leurs objectifs business. D'accord. C'est-à-dire soit qu'elles s'arrêtent très rapidement pour éviter de dépenser trop d'argent sur quelque chose qui n'aurait pas d'intérêt ou qui ne déboucherait pas sur un business qui soit suffisamment important pour nous ou suffisamment intéressant pour le groupe, ou au contraire, dans le cas où l'idée est très positive, de la pousser, de l'accélérer le plus vite possible. Et c'est quand on se place dans cette situation, en fait, le coach, il est satisfait quand les petits entrepreneurs, ils ont la banane, quoi, comme on dit. D'accord. Donc, on va essayer de les aider, on va donner tous les outils possibles, c'est ce que je revenais tout à l'heure sur la partie formation, pour qu'ils puissent se concentrer uniquement sur les problématiques marché et qu'ils puissent aussi convaincre en interne. On a dit c'est des intrapreneurs, donc ils doivent entraîner l'entreprise, doivent convaincre. Parce que généralement, tout du moins la façon dont on gère la chose, le premier budget qu'on leur donne, qu'on appelle nous budget en perte acceptable, ne leur suffira pas pour aller au bout de l'aventure. Donc il va falloir qu'ils arrivent à convaincre quelqu'un en interne, un sponsor, de continuer à les financer. Donc c'est tout cet accompagnement qui est basé sur les personnes. Donc c'est notre levier principal, c'est celui en lequel on croit. C'est pour ça qu'on a mis d'ailleurs en place une réelle formation. Alors, auparavant, la formation, on la faisait en interne. Puis on s'est aperçu qu'on n'était vraiment pas bon là-dedans. D'abord, ils nous l'ont dit. Et donc, on a développé et créé un vrai programme certifiant. On pourra revenir plus tard pourquoi il est certifiant, mais certifiant vis-à-vis de nos entrepreneurs pour leur apporter tout ce qu'il leur faut et tout le bagage pour qu'ils puissent explorer avec les bons outils qui ne sont pas les outils qu'ils avaient une fois qu'ils arrivaient dans le programme. Je peux rebondir là-dessus. Pour expliquer le programme d'entrepreneuriat de la Banque de France, le nôtre, il s'adresse à tous les agents. En fait, la banque, donc à la Banque de France, on dit la banque. À la banque, il y a deux typologies de population. Il y a les personnes qui sont titulaires, c'est-à-dire qu'elles ont passé le concours de la banque. Et puis, il y a les contractuels, les gens comme moi qui ont été recrutés à l'externe pour des compétences spécifiques. Donc, peu importe si vous êtes titulaire ou contractuel, vous pouvez postuler au programme d'Intra. C'est 9 mois d'accompagnement à temps plein pour passer de l'idéation au POC et pouvoir aller jusqu'au MVP. Donc, sortir quand même avec un produit. C'est sur des sujets assez tech pour le moment. On a beaucoup parlé plutôt d'intelligence artificielle, de cloud, de crypto-monnaie, ce genre de choses. Mais en fait, notre programme, il a vocation surtout à favoriser les collaborations avec l'externe pour qu'on puisse s'inspirer et apporter vraiment des innovations dans notre culture à nous, d'organisation comme ça publique, et des innovations de rupture aussi parce qu'on agit dans un milieu très technique. On est un acteur majeur du milieu bancaire et financier. Sur la sélection des entrepreneurs, on n'a pas mis en place de choses très spécifiques pour être sûr en fait qu'ils aient les bonnes compétences. Par contre, on met en place des entretiens pour évaluer leur capacité à devenir des entrepreneurs et à développer les qualités requises. Je ne saurais pas vous dire ce qu'on met en place spécifiquement, et moi j'ai un background RH. Donc, disons que j'ai peut-être réussi à développer ça, d'aller sentir qu'est-ce qui va être tangent et qui va pouvoir, moi, m'allumer la petite lumière pour me dire ça va passer. Mais on n'a pas de choses très spécifiques. En tout cas, le résultat des différents programmes dans lesquels j'ai pu intervenir, c'est que tous les entrepreneurs ont changé de posture. Ça, c'est certain, que ça ait réussi ou que ça n'ait pas réussi. Ils ont dû se remettre en question, ils ont dû lâcher prise. Et ils ont aussi, en tout cas,
l'objectif à la Banque de France, c'est spécifiquement de démystifier l'innovation qui est, semble-t-il, réservée à certaines personnes, pour légitimer en fait le positionnement de chacun à pouvoir remettre en cause le système, remettre en cause son métier, remettre en cause la manière de fonctionner, remettre en cause ses outils et à challenger les autres, à se challenger soi-même. Donc, on leur demande d'avoir de l'humilité et de tisser des liens de pair à pair avec les autres collaborateurs. Donc, eux, ils font une grosse découverte de la pluridisciplinarité. Et pour revenir à l'humilité, on en a parlé un tout petit peu déjà, mais prendre conscience qu'on ne sait pas tout faire, qu'on ne peut pas tout faire, qu'on n'est pas seul et qu'il faut savoir bien s'entourer et bien faire confiance. Ça nécessite de bien se connaître et d'être bien ancré en soi, en fait. Donc là, je peux parler un peu de développement personnel, mais voilà. Et du coup, de lâcher un peu la cape de super-héros d'intrapreneur pour devenir intrapreneur et constituer son équipe et vraiment se soulager de cette pression que parfois les intras peuvent se mettre. Et ça, c'est un résultat qu'on a beaucoup vu chez nous. Ok, toi Sandrine, tu parlais d'alignement. Comment vous faites alors dans votre programme pour essayer de le développer, cet alignement? Alors déjà, pour dire dans la phase de People's Lab for Good, c'est vraiment la pépinière de ses collaborateurs de la même façon, enfin la même approche que Jennifer, c'est tout collaborateur pour postuler. Et c'est 4 mois, c'est 20 jours de formation et d'accompagnement sur 4 mois, donc ils ne sont pas totalement détachés à 100%, mais ça permet justement de valider vraiment leur projet et d'ensuite de continuer dans des accélérateurs où ils peuvent être à 100% et avec une équipe. Donc, nous, on est vraiment dans cette phase. Les 4 mois, c'est notre transformation individuelle. Donc, Eric, tu citais qu'ils allaient constituer une équipe. Nous, ils ne constituent pas d'équipe pendant cette phase de 4 mois. Et c'est pour ça que, alors, comment on fait? Ils viennent avec leur moteur, c'est très clair. Et on le détecte. Et on détecte aussi, parce que quand vous avez tous dit, faut pas être amoureux de la solution, c'est tout à fait vrai. Mais en fait, le sujet, c'est qu'il y a quand même des personnes, on est dans une entreprise assez classique, c'est la capacité d'adaptation et à pivoter. Donc, on fait des jeux maintenant, c'est vraiment la première année qu'on le fait. On fait un jeu où on met les personnes dans situations un petit peu différentes. C'est rigolo, mais c'est différent et on voit ceux qui sont capables de s'adapter. Alors, simplement en chiffres, tu parlais des résultats. Nous, 100% des intrapreneurs disent que ça a changé leur vie. En fait, l'intrapreneuriat, c'est un changement de parcours de vie et pas qu'un changement professionnel. Donc, ils ne feront plus jamais un projet comme avant, mais ils n'agiront plus jamais comme avant. Et on a 50% de projets qui continuent après le programme et 35% au bout de 2 ans qui continuent réellement, qui sont implantés dans les business lines. J'ai essayé d'être rapide. Oui, Marjorie, oui. 30 Vraiment 30 secondes, du coup, je ne vais pas dire exactement ce que j'avais prévu de dire, mais nous, ce qu'on avait fait alors pas sur les intrapreneuses, mais sur le lab, la maison Eureka, l'année dernière, c'est qu'en fait, on a créé ce lab. Alors déjà, ce lab était uniquement consacré à la période d'idéation. Et ce lab était en fait une communauté lab. Donc, c'était ça la dimension supplémentaire que je voulais ajouter. C'est en fait, on est plus persévérant, on est plus leader, on est plus intrapreneur quand on est dans une culture qui favorise l'entraide et qu'on se sent moins seul. Et donc, c'est vrai que cette idée de faire une communauté lab d'entraide fait que chacun se sent moins seul et donne aussi le meilleur de lui-même. Donc, c'est les intras qui rencontrent les gens qui sont là pour aider. Tout le monde n'est pas porteur de projet, mais les gens qui souhaitent aider rencontrent ceux qui souhaitent être aidés et tout ça se stimule par tout un système d'événementiel, de vidéos que je n'exprime pas là, mais que je pourrais exprimer plus tard dans les questions si ça vous intéresse. Alors, donc là, je suis obligée, donc j'accélère très vite et je vais vous demander à tous de citer en 1 minute, c'est-à-dire en quelques mots, quels sont les principaux acquis qui résultent donc de cette expérience, à la fois pour l'intrapreneur et à la fois pour l'entreprise, et comment sont-ils valorisés par votre entreprise ou celle que vous accompagnez. Peux-tu commencer, Marc, 1 minute sur cette question?
Je vais essayer de faire court. En fait, quand on parle des acquis, je pense que ce qui est important de reconnaître, c'est quand on fait de ces genres d'aventure, il y en a quand même peu qui réussissent et beaucoup qui ne vont pas jusqu'au bout. Donc la question se pose de se dire, un entrepreneur, finalement, qu'est-ce qu'il devient dans le cas où son aventure ne va pas jusqu'au bout, ce qui est pour moi un cas assez critique. C'est là où, en fait, on replace la problématique de la formation. Et c'est un peu ce qu'on a choisi de faire, c'est-à-dire qu'il faut que cette aventure puisse être valorisée. J'écoutais les commentaires tout à l'heure de dire on les interviewe, on regarde ce qu'ils ont fait. Il faut qu'ils puissent se dire qu'une fois qu'ils ont fait une période dans cette aventure entrepreneuriale, ce ne sont plus les mêmes. Ils ont eu des acquis supérieurs. Et finalement, la déception d'avoir arrêté une exploration, elle est quelque peu atténuée, même si elle existe toujours, elle va être atténuée parce que la personne pourra se dire « je ne suis plus la même ». Et en n'étant plus la même, ce que l'on espère, nous, c'est qu'on puisse les replacer à l'intérieur de l'entreprise dans des postes qui soient différents de ceux qu'ils avaient et, si possible, supérieurs à ceux qu'ils avaient avant. Donc, en ce sens-là, on peut à la fois transformer cette expérience en expérience positive, quelle que soit l'issue de l'aventure. Et puis, si ça se termine de façon positive, parfois, ça peut être intéressant d'avoir des gens qui ont un certain niveau d'éducation et de connaissances, notamment lorsqu'on va se tourner vers des investisseurs externes qui vont peut-être bien regarder leur pédigré et ce qu'ils ont fait. Voilà. Je ne sais pas si j'ai fait une minute, mais j'essaie de faire court. Mais du coup, chose très intéressante, donc tu as effectivement un système qui comptabilise, enfin qui rentre, qui permet tu leur donnes une formation si je me. Oui, alors on donne une formation, on s'est associé avec l'école de commerce de Clermont parce qu'on veut avoir des pros. On a monté avec eux une formation d'intrapreneurial très claire avec des certificats, avec des compétences. Donc, on s'est aligné sur les compétences de France Compétences pour avoir une certification et on aligne nos compétences internes dans nos outils avec ces compétences-là pour que justement on puisse reconnaître un niveau suite à la certification. D'accord, donc tu as une vraie montée en compétences inscrite donc avec les RH, si j'entends bien. C'est cela. Et chez toi alors, Marjorie ? Oui, c'est ça, c'est le point clé. Hein. Moi, je vois dans le groupe de médias dans lequel j'évolue, en fait, il n'y a pas de reconnaissance officielle, il n'y a pas d'intitulé d'intrapreneur officiel, même si on peut chacun s'autoproclamer intrapreneur, c'est admis. Mais il y a en fait un travail main dans la main avec les RH. Et moi-même, j'ai lancé le lab Maison Eureka, main dans la main avec quelqu'un qui s'occupait de la mobilité au RH. Et donc, c'est vrai que quand les métiers et les RH finalement fusionnent leur démarche, on tire vraiment le meilleur. Donc, c'est une façon en fait de reconnaître l'intrapreneuriat comme officiel dans la boîte sans en avoir en fait la lourdeur de l'intitulé ou finalement de reconnaissance particulière. Moi, quand je suis intrapreneur, j'ai pas non plus envie qu'on me colle une étiquette. Si on me colle une étiquette, j'ai juste envie d'une chose, c'est de la décoller. Donc, en fait, il y a aussi cette idée qu'on reste quand même des hackers. Si on est dans un process trop officiel, finalement, on n'est plus vraiment intrapreneur quelque part. Tu vois ce que je veux dire ? Et tu mets aussi, vous mettez aussi beaucoup en avant les intrapreneurs, peut-être d'une façon beaucoup plus officieuse, mais plutôt avec de la com. Oui, c'est ça en fait. Il y a énorme, on les rend rôle modèle interne, eux et leurs managers. Donc, on leur demande de parler concrètement de leur projet, de la naissance de l'idée du projet, de leur histoire aussi personnelle, s'ils veulent bien se prêter au jeu, hein, bien sûr, libre à eux. Mais il y a beaucoup de valorisation et de communication sur les projets et sur les histoires des projets. Et ça génère une énergie, une dynamique folle. Et Jennifer, notre casquette RH, comment tu vois ça, l'intégration avec les processus RH ? La valorisation donc en interne des programmes. Je t'ai perdu ? Non, c'est bon, je suis là, j'avais mon micro coupé. Non, mais en bonne RH qui se respecte, du coup, je vais un peu vous saper le moral. Idéalement, les salariés ils gagnent en notoriété et en légitimité auprès des pairs et en valorisant leur parcours en tout cas au sein de leur entreprise et de leur écosystème. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi une valorisation dans le cercle privé
en fait, aussi d'avoir eu ce rôle d'intrapreneur dans son entreprise, d'en parler à ses copains, d'en parler autour de soi. Ça valorise aussi la personne, en fait, dans ses compétences et dans ce qu'elle pense d'elle. Mais en fait, souvent, enfin, moi, dans beaucoup des programmes d'entrepreneuriat dans lesquels je suis intervenue, les entreprises, elles ne valorisent pas particulièrement les compétences. Et il y a une forme de déception, en fait, qui est quand même courante auprès des intras, surtout quand ils doivent revenir à leur poste, comme si rien ne s'était passé, en fait. Cette aventure, ça ne peut pas juste se réduire à être une parenthèse, mais c'est bien dans le parcours. Et il y a un gros besoin de faire ça en lien avec les équipes RH, mais c'est très difficile, surtout quand on est dans des petites structures. Dans des plus grosses structures où l'équipe RH est bien staffée, c'est important du coup de bien les inscrire et de bien intégrer ces parcours-là et ces parcours d'intra dans l'entreprise, de faire de la place pour que ces nouvelles compétences elles puissent s'exprimer, de comment l'entreprise elle intègre ces nouvelles compétences aussi finalement à un autre endroit, de former, d'accompagner les managers à gérer, à manager pas ces nouveaux salariés, mais c'est des salariés quand même différents qui redébarquent parfois dans leurs équipes et comment est-ce qu'ils arrivent à valoriser. Donc, il n'y a pas de formule magique, mais à la Banque de France, la DRH a mis très récemment en place une plateforme qui s'appelle Mon Parcours et qui sert à valoriser les atouts des salariés. On peut lister ses expériences professionnelles de la banque et hors banque, ses expériences extra-professionnelles, associatives. On auto-évalue l'ensemble de ses compétences sur un champ qui est très, très, très large. On déclare ce qui nous motive avec un système de curseurs, ce qu'on aurait envie d'explorer plus, ce qu'on n'a plus du tout envie de faire. Et cet outil, il est indépendant du manager, indépendant de l'ARH. Ça permet de donner une vision complète de la palette de compétences dont dispose la banque. Et les intrapreneurs, du coup, au sein de Mon Parcours, peuvent vraiment valoriser ce qu'ils ont fait et du coup être sollicités, soit pour rejoindre des équipes à des moments donnés, soit pour des changements de poste. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que ça vient surtout d'eux, finalement. Cette inscription des compétences, et si eux l'inscrivent, du coup, elle ressort. Exactement. Mais ça veut dire quand même que l'entreprise, elle a mis en place un outil pour que ce soit possible. Il y a un espace où ils peuvent le valoriser. Et on fait aussi comme Marjorie, on a beaucoup de mise en valeur, de mise en avant, d'événements pour les valoriser aussi au sein de l'interne. Alors, Eric, vraiment, un mot, puisque toi, tu as travaillé avec plein d'entreprises. Si tu devais comparer la mise en valeur donc des compétences dans ce que tu as vu, que dirais-tu de manière très brève? Côté acquis, je constate quand même que ça permet de diffuser une culture pragmatique de l'expérience client dans les entreprises, donc ça fait quand même pas de mal. Il y a une capacité à passer de l'idée à la réalisation en temps raccourci qui est diffusée. On peut rajouter l'importance de la prise en considération de l'importance de l'expérimentation en mode frugal. Donc, l'ouverture d'esprit à des expertises externes, tout ça, c'est quand même pour le bénéfice des entreprises assez intéressant. Et j'ai envie de dire qu'au final, c'est une question d'humilité et d'intelligence collective qui se côtoient en permanence et c'est un mindset qui reste, on va dire, à un bon niveau de dosage. Sur le côté reconnaissance, je vois beaucoup de démarches qui portent plutôt sur la formation aux outils. C'est un des points assez importants. Marc l'a évoqué tout à l'heure. Il y a donc une certification qui va reconnaître la formation aux méthodes. Mais sans avoir la formule miracle, il me semble que c'est fondamental qu'on mette aussi en valeur la posture, le leadership, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, tout ce qui touche aux soft skills. Parce que finalement, ce n'est pas tant l'outil que la manière de se servir de l'outil qui sont absolument fondamentales à mettre en valeur. Donc, ça challenge énormément l'approche RH. Ça a été dit et je pense que c'est vraiment indispensable de solliciter l'accompagnement des RH sans attendre la fin des programmes. Et donc, ça, c'est de la responsabilité des directeurs innovation et autres qui mettent en place ces programmes. L'intrapreneur qui se retrouve dans un rôle identique dans son équipe d'origine, et qui n'a pas pu échanger avec des responsables des ressources humaines, il se trouve dans une phase de nostalgie de la période stimulante qu'il vient de vivre. Et j'ai en tête une responsable d'équipe qui a eu aucun entretien dans les 3 mois qui ont suivi. Malheureusement, le parcours ayant été valorisé à l'extérieur, la personne a quitté l'entreprise. Ça arrive rarement, mais ça arrive, ou en tout cas, il y a parfois du mal-être. Donc, c'est important de pouvoir faire ça. Et puis, un dernier point important, c'est d'apporter aussi du soutien aux managers. Vous savez, ce fameux manager à qui on a retiré une ressource pour qu'il aille dans le programme d'intrapreneuriat et à qui on demande à la fin du programme, bien qu'il ait eu les mêmes objectifs sur l'année, de bien vouloir gentiment réintégrer cet intrapreneur transformé et doit se débrouiller de lui trouver un rôle qui va le valoriser. Il faut aussi, je pense, accompagner et mieux valoriser ces managers qui voient des ressources partir et pour faciliter la réintégration.
D'accord. Et enfin, Sandrine, je reviens très vite sur ce que tu avais dit juste avant quand tu disais que 100% des intrapreneurs se retrouvent changés. Mais alors, comment est-ce que du coup vous valorisez ce changement en interne? Comment est-ce que ça se matérialise? Alors, nous, déjà, on le fait en interne et en externe. Donc, moi, j'aime bien la circularité. D'ailleurs, je crois qu'il y a une question sur le lien start-up, intrapreneur. Je pense qu'il faut vraiment, on est intrapreneur, entrepreneur. Donc, en fait, on a créé une web série entre le podcast et la vidéo qui s'appelle les Intra Stories et qui permet de voir ce qui se passe aussi dans le programme pour pas que ce programme, c'est pas une bulle, hein, c'est pas une bulle fermée, c'est une bulle ouverte. Donc, effectivement, les entrepreneurs sont valorisés leurs projets. Hein, je rejoins ce que dit Marjorie. On a aussi l'équivalent de la Banque de France sur le parcours où les entrepreneurs peuvent aussi mettre leurs compétences. Il n'y a pas un label intrapreneuriat, mais tous ceux qui ne poursuivent pas leur projet, en fait, ont de très beaux postes à la sortie. Je voudrais aussi compléter sur les managers. En fait, on a un parcours manager en même temps que les intrapreneurs pour que le manager se mette à la place de l'intrapreneur. Qu'est-ce que vit mon collaborateur et surtout comment il peut être un levier de changement pour moi et mon équipe. Donc, on favorise aussi, parce qu'il n'y a pas que le manager qui perd entre guillemets, une personne, c'est les autres collaborateurs qui font le travail de la personne qui n'est pas là. Donc, c'est vraiment comment ce collaborateur devient un passeur, en fait, un médiateur, un change maker. Et nous, on a comme chiffre, hein, c'est les intras qui nous l'ont dit, pendant le programme, ils contactent 100 personnes pour pitcher et donc justement montrer aussi, parce que nous, ce qui nous intéresse, ce sont des vecteurs que le Business for Good, c'est possible. Donc, on a accueilli déjà 50 intrapreneurs, donc ça fait 5000 personnes. On en a encore 20 cette année, ça va faire 7000. Rien qu'avec l'écosystème du jury, des coachs, etc., on a déjà touché 10 000 personnes dans l'entreprise, à la fois sur les nouvelles méthodologies de travail, mais sur aussi cette nouvelle révolution de l'économie durable et responsable. Et on ne souhaite pas qu'ils partent. Donc, en fait, nous, on ne fait rien pour qu'ils partent à l'extérieur. C'est vraiment la transfo interne. Donc, on facilite l'écosystème. Mais on a eu quand même 2-3 départs, mais pas tant que ça. On a dû avoir, je crois, 3 démissions sur les 50 déjà passées sur les 3 dernières années. Eh bien, merci pour tous pour toutes, déjà pour avoir participé à ce panel. Je vais arrêter là juste parce que il est déjà 19h27 et que j'aimerais vraiment que vous puissiez répondre à toutes les questions qui commencent à s'accumuler. Donc, laissez la parole à nos participants. Je vais juste faire une toute petite conclusion et évidemment, vous me coupez si j'ai manqué quelque chose. Mais on peut voir effectivement que la diversité de vos profils fait un peu écho à la diversité des profils d'entrepreneurs, ce qui nous laisse d'un côté penser que les qualités nécessaires à la réussite des entrepreneurs dépendent beaucoup du contexte de l'entreprise, de ses objectifs et du type de dispositif qui est mis en place. Ceci dit, il y a quand même des qualités qui reviennent tout le temps dans tout ce que vous avez dit et qu'on pourrait même regrouper autour de 3 métacompétences. Et là, vous me dites si vous êtes d'accord ou non. La première, la qualité de maker, explorateur, la personne qui la capacité de se mettre en mouvement, de faire, d'y aller. Et c'est donc là, ça regroupe non seulement les hard skills, mais aussi la posture d'entrepreneur et cette expérimentation. Deuxième métacompétence, je dirais en vous écoutant, vous avez beaucoup parlé des qualités de connecteur, vous avez beaucoup parlé de malgré tout, il faut maîtriser les codes de l'organisation, il faut travailler avec les autres, il faut collaborer, il faut convaincre et parfois au-delà même de l'entreprise pour aller chercher de nouveaux savoir-faire, de nouvelles visions qui se partagent. Et troisième grande méta-compétence, je dirais, tout ce qui est qualité humaine. Alors oui, Mad Skills, le mot est sorti. Mad Skills, c'est surtout ce qui a référence à l'histoire personnelle de l'intrapreneur et de ce qu'il a développé grâce à sa personnalité et sa passion. Donc évidemment, c'est lié aux motivations intrinsèques, c'est lié à la passion. Donc évidemment, ce côté dont a beaucoup parlé Sandrine de ce que j'apporte, des profils hybrides et bien sûr de cette passion qu'on met dans ce qu'on fait.
Quand vous avez parlé valorisation, on a entendu que malgré tout, ça reste encore très modeste, mais des choses se mettent en place, notamment cette inscription des compétences qui commence à venir, beaucoup de communication interne, externe autour de la figure de l'entrepreneur et peut-être dans des programmes plus inno de rupture comme celui de Marc. Là, pour le coup, on a besoin d'efficacité, donc beaucoup plus d'identifier des compétences, mais sinon, ça reste quand même assez modeste. Je laisse la parole à Véronique qui va qui va vous poser des questions. Ok, ben merci à tous pour cet échange vraiment très intéressant. Pour moi, ce qui ressort en extrême synthèse, je dirais, c'est que les intrapreneurs sont en avance sur les RH. Et là, il est temps que si parmi vous, quelqu'un a l'intention de mettre en place une démarche d'entrepreneuriat, de créer un programme d'entrepreneuriat, allez chercher les RH, embarquez-les et faites le chemin ensemble depuis le début. Pour moi, c'est vraiment une partie prenante essentielle, soit d'un point de vue opérationnel pour gérer les détachements, pour gérer toutes sortes de problèmes pratiques, mais également pour valoriser les intrapreneurs, pour établir une charte de l'intrapreneur, pour établir des règles du jeu. Donc, les RH, c'est un partenaire essentiel qui doit être onboardé dès le départ. Voilà, ça c'est ma vision. Il faut leur donner de la place, pas toute la place, mais beaucoup de place. Alors, ayant dit ça, je vais prendre les questions. Je vais faire une petite sélection. Voilà, on a une question qui est très, très générique. C'est comment identifier le leadership d'une personne. On pourrait passer plusieurs jours à parler de ça. Donc, Marjorie, toi, si tu veux répondre, oui. Taper une réponse, on ne va pas traiter la question, c'est trop générique pour ce panel. Et si tu veux écrire une réponse, je pense j'écris une réponse. Enfin, pour moi, le leader, c'est le passeur de vision. Et effectivement, je vais répondre à Chris Cordier. Je réponds tout de suite par écrit. Okay. Ensuite, Christophe demande si on peut faire un lien entre les déviants positifs et les intrapreneurs. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut répondre à ça. Donc, je pense que peut-être Eric est un spécialiste du déviant positif. Alors, je ne suis pas un spécialiste du déviant positif, mais c'est typiquement, pour moi, ce qu'on demande à un intrapreneur, c'est le fait d'avoir une posture de déviant positif, c'est d'apprendre à contourner la règle pour le bienfait et l'intérêt général de l'entreprise. On est juste en train de challenger l'organisation telle qu'elle est. On peut parler de hacker, c'est peut-être parfois plus spectaculaire, mais c'est bien ce qu'on attend, c'est regarder son organisation différemment pour lui amener de l'agilité dans l'intérêt général de l'entreprise. Pas toujours compris et reçu tout de suite. Hein. Donc, le déviant positif, il a parfois des petits moments de solitude, mais au final, quand ça marche, il n'y a pas de raison. Okay. Donc, oui, je l'encourage. Ok, on pourrait dire que c'est aussi dans une organisation ambidextre, ce sont les explorateurs. Alors, est-ce que ils dévient par nature? Ils divergent, s'ils ne dévient pas, en tout cas, ils divergent par nature. Yanis demande s'il y a une taille minimale d'entreprise pour mettre en place de tels projets, j'imagine de démarche d'entrepreneuriat. C'est une très bonne question que je me suis beaucoup posée personnellement et peut-être que plusieurs d'entre vous se sont posé cette question. Donc, quelqu'un veut la prendre? Moi, je veux bien répondre. En fait, la plupart du temps, c'est mis en place par des grosses structures parce qu'on imagine que ça demande énormément de moyens. Énormément de temps, énormément d'accompagnement et de ressources. Donc, forcément, beaucoup de fonds aussi, beaucoup d'argent. Mais en fait, je connais des petites structures qui l'ont fait. Et notamment, mais parce que, en fait, je pense qu'ils ne parleraient pas de programme d'intrapreneuriat. Ce n'est pas inscrit tel quel, mais c'est dans leur temps de travail. Les salariés, donc ils doivent être un tout petit peu moins de 50, ils doivent, ou en tout cas ils peuvent, s'ils ont envie, explorer des nouveaux modes de faire, des nouveaux projets, des nouvelles offres de services, des nouvelles choses. Et du coup, ils ont du temps qu'ils peuvent dédier à constituer une équipe en interne pour essayer de développer ces nouvelles choses. Donc, ça pourrait être juste les responsables du développement, je sais pas, du BizDev ou je sais pas quoi, mais c'est vraiment réfléchir de A à Z à comment est-ce que moi, je vais porter ça dans la structure et j'attends pas que ça soit mon responsable, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de hiérarchie dans les petites structures. Donc,
Je pense que ça peut être mis en place, mais ça veut dire que c'est vraiment inscrit dans les valeurs d'entreprendre au sein de cette petite structure. Je pense que dans les grosses organisations, si je prends la Banque de France, on est 10 000. L'entrepreneuriat, intraprendre, ça ne fait pas partie des valeurs de base, quoi. C'est une institution publique de fonctionnaires, donc ce n'est pas là où on nous demande d'entreprendre à la base. Donc, il y a besoin d'inscrire un programme plutôt dans ce genre d'organisation. Ok, écoute, j'abonde tout à fait dans ce que tu dis. Donc, moi aussi, je suis familière de PME qui ont des processus intrapreneuriaux qui sont très légers, qui sont au fil de l'eau. Il suffit de donner un peu de temps, un peu de savoir qu'il y a des ressources qui sont allouées, d'avoir une tribune, un endroit où on peut parler de ces projets et qui soient évalués, en fait. En fait, il faut essentiellement qu'il y ait un go-no-go quelque part. Un endroit où on peut parler de ces projets et un process de go-no-go, et ça suffit largement pour créer une dynamique d'intrapreneuriat. Donc, je pense que les PME sont tout à fait adaptées. Le problème de la PME, c'est qu'elle peut manquer terriblement de ressources. Elle peut manquer de ce qu'on appelle les slack resources, donc des ressources supplémentaires. Le fait que voilà, tout le monde est au taquet fait que si personne n'a de temps pour faire son job, déjà, comment est-ce qu'il peut avoir de temps pour développer un projet en plus? Donc ça peut être la limite des PME. Alors, il y a Géraldine maintenant qui nous demande si vous avez des critères pour sélectionner les intrapreneurs sur leur profil et soft skills. Donc, est-ce que parmi vous, certains sélectionnent des intrapreneurs et comment vous le faites? Je peux répondre parce qu'on vient de terminer la sélection de notre année. Alors, la première chose d'abord, c'est demander d'où vient leur idée, parce qu'on a eu quand même un exemple d'une personne qui avait proposé une idée assez géniale pour accompagner les personnes malentendantes, et on s'est aperçu pendant le programme que ce n'était pas son idée en fait, c'était l'idée de son conjoint. Mais cette personne n'a pas continué parce que c'est pas possible quand ça vient pas encore une fois des convictions extrêmement fortes. Il y a quand même la clarté, on n'est pas dans le pitch, mais être capable de dire en 2-3 phrases qui suis-je et quelle est mon idée. Troisième chose très importante, et on l'a dit un tout petit peu, on leur demande est-ce que vous avez parlé de votre idée autour de vous? Est-ce que vous êtes allé voir un bénéficiaire? Est-ce que vous êtes allé sur le terrain? Donc là, on voit alors on est toujours au stade d'idée, mais quand même, cette capacité à aller voir une association, aller voir quelqu'un dans l'entreprise, le responsable RSE par exemple. Donc cette capacité à pouvoir aller vers les autres et être dans l'écoute, ça c'est très important. Et puis là, on a rajouté ce jeu, c'est la première fois, c'est de voir les personnes en situation d'intelligence collective. Parce qu'on a été parfois déçus de gens extrêmement motivés qui cochaient tout et qui n'ont pas vraiment réussi. Et donc, on les met dans un jeu et on voit un jeu pas simple, pas si simple, parce qu'il va falloir abandonner certaines de ces choix au profil de l'équipe et on voit ceux qui vont être leaders positifs, parce que j'aimerais quand même le dire, c'est l'optimisme. On parlait des déviants positifs, j'aimais bien le terme positif. Donc ceux qui vont, ils n'ont pas forcément gagné, ce qui vont dire je suis très, très en colère parce que je n'ai pas eu ce que je voulais, par exemple. Donc en fait, un jeu collectif permet de voir comment vous ne perdez pas votre place, vous restez assertif et positif dans un contexte qui n'est pas... voilà, vous ne maîtrisez pas tout. Ok, merci. Mais je pense qu'il y a une marque, toi, tu sélectionnes aussi tes intrapreneurs et de manière très, très différente. Je pense que ça peut être intéressant de montrer un autre point de vue. Effectivement, parce que nous, on a des idées qui parfois viennent d'entités et pas forcément d'une personne donnée. Même si je suis d'accord sur ce qui a été dit, il faut que l'idée soit incarnée. Donc là, il se pose la problématique de savoir qui peut prendre cette idée. Alors, ce que l'on fait, ce qui est basé sur il y a d'autres organismes, je sais que l'ETIL CO à Grenoble procède de la même façon, c'est qu'on va exposer l'idée, parce que le job posting, ça ne marche plus. C'est-à-dire qu'on a beaucoup trop de monde. Dès qu'on fait un job posting, tout le monde se rue dessus. Donc, on va essayer d'exposer l'idée au travers de conférences assez courtes. À la fois exposer l'idée, à la fois exposer le comment ça se passe dans l'incubateur. Et puis, comme disait Véronique, on va intégrer tout de suite les RH. Donc, les RH vont aussi exposer comment ça se passe pour la personne. Et puis après, on demande aux gens qui sont intéressés de venir pitcher pourquoi ils seraient bien dans cette équipe, pourquoi ils se sentent prêts à accompagner et à prendre le leadership de cette idée.
Ceci dit, c'est très compliqué. Le départ, et quand on fait ce truc-là, c'est très compliqué. Il faut faire attention, on a des tests de personnalité, enfin, on a essayé tout un tas de choses. Je ne suis pas forcément sûr qu'on ait trouvé le moyen miracle. Il y a à côté un petit côté feeling quand même au bout d'un moment qui se passe. On voit bien si les yeux brillent ou pas, mais c'est pas facile. Pas facile. Ok, merci. Donc, alors, je ne sais pas quoi Michel parle exactement, mais peut-être que vous savez. Donc, est-ce qu'il existe des liens, ou observez-vous des liens entre intrapreneuriat et gestion sans budget? Je ne sais pas ce que. Alors... C'est peut-être parce qu'on parle souvent d'innovation frugale, hein, pour les intrapreneurs. Donc, on imagine qu'on puisse faire sans budget, mais frugalité, ce n'est pas tout à fait la définition, hein. Il faut quand même un peu de budget. Pour être très sérieux, je pense que néanmoins, réellement, c'est de la conduite de projet qui est souvent beaucoup moins onéreuse que ce qu'on a l'habitude de faire dans les entreprises, ne serait-ce que parce que souvent un projet, il dure 1 an, 2 ans et qu'on n'ose pas prendre la décision de l'arrêter. Donc, quand on a un processus avec des phases de go, no-go, on prend plus facilement la décision ou de l'arrêter ou de le faire pivoter. Donc, rien que ça réduit la durée et la mobilisation en interne. Et puis, on apprend des méthodes, en effet, de test qui sont plus frugales qu'eux. Mais ne traduisez pas frugalité en zéro budget parce qu'il va y avoir un petit peu de déception quand même, à mon sens. Donc, on a une question de Bruno qui est formulée d'une manière un petit peu compliquée pour moi, mais je crois avoir compris que ce qu'il demande, c'est que si la culture d'origine ou le secteur d'origine influence le type d'intrapreneur. Voilà, donc c'est intéressant. Donc, est-ce qu'on a un intrapreneur espagnol versus un intrapreneur américain versus un intrapreneur français? Alors, Jennifer, elle dit non. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors après, moi, je suis plutôt sur le francophone, hein. Donc, on a choisi pour l'instant un périmètre francophone parce que c'est très dur de se transformer quand c'est pas dans sa langue maternelle. Donc, faire un programme anglophone pour tous. Et surtout, eh bien, on ne pourrait pas avoir des collaborateurs qui viennent d'Afrique, par exemple. Mais on a aussi des collaborateurs qui viennent de Belgique, donc une culture, pas forcément une culture française. Moi, je dirais que ce qui change, alors c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est en particulier les femmes. Le syndrome de l'imposteur est beaucoup plus fort dans certaines cultures, par exemple en Côte d'Ivoire. Donc, il faut faire attention. On parlait des introvertis et les extravertis. Justement, on fait très attention dans notre sélection à ne pas mettre trop de pression parce que tous et toutes n'ont pas la même façon de réagir et peuvent très vite retourner dans leur coquille. Et nous, l'objectif, c'est qu'ils sortent de leur coquille. Donc, je pense que l'idée, c'est vraiment d'abord de faire très attention et d'être très respectueux, très bienveillant, quelle que soit l'origine des intrapreneurs. Et puis, leur capacité d'intelligence collective fait qu'ils vont dépasser leur culture. D'où encore, je réitère, c'est une équipe en fait. Dans notre sélection finale, il y a quand même cette idée, c'est une promotion, c'est une équipe. Donc, il y a cette capacité à travailler ensemble et à s'ouvrir aux autres. Ok. Peut-être que d'un point de vue comme ça un petit peu théorique, on pourrait imaginer que de même qu'il y a des différences culturelles entre les managers, il peut y avoir des différences culturelles entre les intrapreneurs. Mais je pense qu'ils ont quand même beaucoup en commun aussi. Voilà. Chris, alors, est-ce que les intrapreneurs démissionnent plus que les salariés qui n'ont pas les compétences pour l'être? Est-ce que les intrapreneurs alors, je ne sais pas tout à fait. Pour te venir en aide, j'ai vu qu'il y avait une question qui portait un peu dans le même sens, où le fait d'avoir eu une formation ou d'avoir été dans une équipe d'intrapreneurs, parfois c'est assez bien valorisé sur LinkedIn notamment, pas que LinkedIn, mais notamment. Moi, je crois beaucoup que, ça a été évoqué tout à l'heure, si les ressources humaines accompagnent les intrapreneurs et intrapreneuses dans les programmes et n'attendent pas la fin, il n'y a pas de raison qu'on ne détecte pas une envie d'évolution, qu'on aide le manager à mieux réintégrer ou qu'on fasse une évolution de poste. Ensuite, ce qu'on ne résout pas comme problème, c'est que parfois, dans les programmes d'entrepreneurs, on voit des gens qui étaient en situation de mal-être ou qui ne vivaient pas bien leur vie dans l'entreprise, qui se portent candidats. Et ceux-là, parfois à la sortie, ils se sont juste convaincus qu'il fallait encore plus partir. Donc, il y a quelques départs, mais qui, à mon sens, étaient programmés avant même de rentrer dans le programme d'entrepreneuriat. Je fais le parallèle avec un autre programme qui est le programme des hauts potentiels. On sait que les hauts potentiels, c'est pratiquement 80% de départ. Donc, il faut se poser la question de pourquoi ces
Ils demandent à entrer. Pourquoi ils rentrent dans des logiques de réseau? Ils leur rendent un accès à la sortie. Moi, je n'ai pas le sentiment là, que côté intrapreneuriat, il y a eu plus de départs statistiquement que parmi eux que parmi d'autres, sauf pour les frustrés ou les frustrations nées de l'absence d'accompagnement à la sortie. Ça peut se résoudre, et Sandrine a donné de super exemples, y compris pour les managers. Les recettes existent, à mon sens. Oui, moi je suis d'accord avec toi. Je peux rajouter un mot, Véronique. Moi, je pense que c'est un faux problème. Honnêtement, je pense que c'est un faux problème. Qu'est-ce qui se passe si on ne les développe pas? Enfin, je veux dire, est-ce que les gens vont rester frustrés? Ça sera encore pire. Donc, il vaut mieux les développer. Bon, d'accord, il y a un risque qu'ils mettent sur LinkedIn et que quelqu'un... D'accord, mais ça, c'est parce qu'on ne sait pas retenir les bonnes personnes. Si on a les systèmes qui permettent de reconnaître et de reconnaître, ils resteront dans l'organisation. Donc, pour moi, c'est vraiment un faux problème, d'autant plus que ne pas former, enfin se cacher derrière en disant « Ah non, si je forme, ils vont démissionner », je suis désolé, mais l'entreprise, elle va crever, quoi. À un moment donné, ça ne sera pas possible. Donc, je pense vraiment que c'est un faux problème. Alors moi, je l'ai eu en interne, et notamment lorsqu'on a créé, qu'on a commencé à former à l'extérieur. J'ai eu un certain nombre de retours en disant « Mais qu'est-ce que tu fais? Mais attends, tu es hors des clous. Qu'est-ce qu'ils vont faire ?» Enfin, j'ai tout entendu. Je continue à penser que c'est vraiment un faux problème. Et il y a quelques années, General Electric, Jack Welch avait dit moi, je forme super bien mes gens, et s'ils partent et que d'autres entreprises le prennent, ça veut dire que je sais former mes personnes. Et je pense que c'est un peu vrai aussi. Voilà. Oui, Donc, tu c'est un faux problème. une entreprise école, comme Procter & Gamble ou comme Et pourquoi pas? C'est très bien, très bien. Oui, et puis je pense que quelqu'un qui part content, reste loyal et dans l'écosystème de l'entreprise de toute manière. Exactement, on a eu, c'est ce que... Pardon, vas-y. Pardon, non, je t'en prie. Non, je dis, on a eu le cas, et puis je crois que vous le connaissez bien, parce qu'elle était intervenue dans un des sessions de MBA, là, de quelqu'un de chez nous qui a quitté Michelin, effectivement, qui a eu une autre aventure ailleurs, et qui est revenu pour justement prendre un projet d'entrepreneuriat. Et c'est un cas absolument réel. Voilà. Moi, je voulais juste citer un nouveau mot que j'ai vu utilisé par la revue HBR très récemment. Et HBR parle d'engagement extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, que quand on quitte une entreprise en bons termes, on reste l'ambassadeur de cette entreprise. Pourquoi pas éventuellement la réintégrer derrière. Mais il y a du coup aujourd'hui, en termes de marque employeur, la notion d'engagement extérieur qui émerge. Tout à fait. Alors, Michel demande quelle relation entre service R&D et intrapreneuriat. Là, c'est un vaste sujet. Donc, est-ce que quelqu'un veut en dire deux mots? Elles sont bonnes, mauvaises? Qu'est-ce qu'on peut en général, elles sont bonnes, moi, de ce que je peux voir. Elles sont plutôt très bonnes. C'est des innovateurs ensemble, ou pas ensemble d'ailleurs, mais qui, de toute façon, dans un mode projet, qui sont intégrés à un moment ou à un autre dans la boucle du projet. Moi, je n'ai pas du tout de cas de problème entre R&D et intrapreneuriat. Marc, tu veux dire quelque chose rapidement? En fait, non, elles sont très très bonnes. La R&D, si on prend une relation un peu, la R&D par définition travaille sur j'appelle une échelle TRL. C'est une échelle technique. Et ils ont besoin à un moment donné que leur technique rencontre un marché. Donc c'est hyper naturel. Enfin, moi, je sais que une des meilleures ambassadrices que j'ai du programme, c'est la directrice de la recherche chez Michelin. Oui, bien sûr. Bien sûr. OK. Donc, une question de Yossi. Que pensez-vous des programmes d'entrepreneuriat où les employés sont licenciés pour monter leur projet en spin-off avec un budget qui vient de l'entreprise, qui sont licenciés entre guillemets, donc qui quittent l'entreprise en fait pour créer une spin-off Nous, on est en plein dedans, donc ça dépend si c'est une spin-off, si c'est quelque chose que l'entreprise veut ou si c'est quelque chose que l'entreprise ne veut pas. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on parle d'essaimage, là, on ne parle pas d'aider quelqu'un à monter son propre projet hors de l'entreprise, mais généralement, effectivement, les programmes d'entrepreneuriat peuvent liés à la création d'une division. Alors, ça peut créer un produit qui existe dans une division existante. Ça peut créer une division en tant que telle. Nous, on a créé une entreprise en tant que telle qui fait de la résine bio et plus particulièrement de la colle à bois, qui fait partie du groupe Michelin.
Et puis, on peut après imaginer une entité pour laquelle on va être plutôt en JV, c'est-à-dire qu'on va s'associer à quelqu'un, ou même une entité dans laquelle il y a plein d'exemples qui existent, où on va s'associer avec un financier qui lui va permettre en fait d'abonder constamment aux appels de fonds et on va se faire diluer petit à petit. Alors, il y a un tas de mécanismes qui existent. Au bout d'un certain temps, on peut récupérer la société dans le groupe. Enfin, il y a plein de choses qui existent. Mais je pense qu'il faut leur laisser. Pour moi, c'est les critères de choix. Qu'est-ce qui font que vous allez aller là-dedans? Est-ce que ça peut être un critère en disant si c'est proche de mon core business, je le garde, si c'est éloigné, je le sors? Moi, je crois beaucoup qu'il y a une dimension qui est la vitesse. Parce qu'un grand groupe, c'est par définition lent. On peut se dire c'est pas bien, mais bon, c'est lent. Parce que forcément, il y a beaucoup de monde. Donc, créer une spin-off tout de suite, c'est donner la priorité à la vitesse de la structure, hein, des circuits de décision très, très courts. Et puis après, il y a tout un tas de mécanismes qui permettent à la grosse entreprise de venir reprendre le sujet lorsqu'il sera plus mature. Du coup, Marc, comme tu as évoqué, les modèles de spin-off, il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'un, et c'est important de l'adapter à l'enjeu stratégique de l'entreprise, qu'elle veut développer ou pas, et à la constitution d'équipe. Et je ne sais pas si c'était dans le sens de la question, mais le fait de quitter son entreprise pour se lancer dans l'aventure, c'est un marqueur fort d'engagement à vouloir se développer, mais après on peut sécuriser parce que peut-être l'entreprise est le premier client de la startup créée. Enfin, il y a plein de façons de sécuriser quand même les collaborateurs qui ont quitté, mais monter une startup et devenir salarié de sa propre startup, c'est réellement rentrer dans la vraie vie de ce qu'est l'entrepreneur. Et là, il y a une différence que tu avais souligné en introduction, c'est qu'après, il va falloir aller chercher ses financements et ses clients, tout en ayant le filet. On peut encore laisser des filets de sécurité assez intéressants par l'entreprise, mais on est sur une rampe de lancement. Donc là, important de s'assurer de la préparation, robustesse des profils pour ne pas les mettre complètement à risque et à danger. Il faut que ce soit un vrai choix volontaire commun. Ça, c'est pour le spin-off. Et l'autre sujet, c'est que si on garde le projet dans l'entreprise, parfois on débranche les intrapreneurs du jour au lendemain et on retourne dans le mode extrêmement lent de la grande entreprise. C'est la traversée de la vallée de la mort, hein, pour les projets. Donc ça, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais c'est un vrai sujet en soi de comment ça se passe après, même quand on garde dans l'entreprise. Hein. Spin-off, c'est un point, mais garder dans l'entreprise, il y a une seconde phase. Oui, on est dedans. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir sur ce sujet? Alors, on a fini donc la liste, on est passé à travers la liste de questions. Donc, si parmi les participants, vous avez envie de poser d'autres questions, c'est votre chance. Attends, pardon Véronique, il n'y a pas la question de Christophe Strémez, on a répondu. Peut-on faire le lien entre les déviants positifs et les intrapreneurs? Toi, tu veux reparler de ça? Non, on n'a pas répondu à tout, c'est juste ça. Eric en avait parlé, mais… D'accord. Okay. Ah ok, très bien. Je devais être en train de répondre à une autre question, donc autant pour moi. Et la question de Yanis Le Garf, y a-t-il une taille minimale d'entreprise pour mettre en place de tels projets? Vous avez répondu aussi? On a répondu très favorablement. Oui, ça c'est moi. J'ai répondu. Ok, merci. Voilà, ok. Bon, autant pour moi, j'étais concentrée sur d'autres réponses. Réalité différente. On voit qu'il y a des traitements de faveur pour quelques questions, donc on ne va pas rentrer dans les considérations. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions, participants là? Si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Une dernière question. Moi, je vais en poser une, je ne vais pas me gêner. Hein. J'ai vu une question, j'ai vu une question qui était passée, pas encore au Q&A, qui était encore dans le chat de Mira. Y a-t-il une différence entre l'intrapreneur du monde d'avant Covid et celui d'aujourd'hui, selon vous? Ah ouais, c'est bien ça. Moi, j'ai répondu en privé. Et, donc, si je peux prendre la parole, mais j'ai répondu que je ne pensais pas. Je ne pense pas en fait que ce qu'on ait vécu, ça ait fondamentalement transformé qui sont les intrapreneurs ou qui sont les personnes qui deviennent intrapreneurs. Je pense juste que peut-être ça en a révélé plus ou d'autres, des gens qui se voyaient pas du tout, qui n'étaient pas du tout ouverts à ça, et qu'en fait, les thématiques qu'on est venu toucher avec cette crise-là, qui sont des thématiques de solidarité, d'environnement, de consommation, des sujets qui sont très, très denses, en fait, et qui nous touchent dans notre vie à tous les étages, ça a mis les gens en mouvement, parce qu'ils étaient immobilisés chez eux, et du coup, ça les a mis en mouvement. Et ça a certainement mis en mouvement des gens
que l'entreprise n'aurait pas réussi à mettre en mouvement avec juste un programme d'intra, mais c'est l'environnement qui a favorisé ça. Mais je ne pense pas que ça ait changé, qu'il y ait vraiment de différence. Je n'ai pas l'impression. Juste qu'aujourd'hui, peut-être, les gens se rendent compte qu'il y a quand même une urgence à transformer les modes de fonctionnement dans lesquels on est aujourd'hui parce qu'ils ne sont plus durables. Et ils ne sont pas durables ni sur le long terme, ni financièrement, ni pour les hommes, ni pour personne, en fait. Ça ne fonctionne plus. Et donc, il y a plus de gens peut-être qui ont pris conscience de ça et qui, du coup, se mobilisent et le font. Il y a eu quand même une accélération puisque l'entreprise fait face à 2 transformations. Il y a toujours la transformation digitale. Donc, le Covid a accéléré de 6 à 7 ans la transformation digitale de l'entreprise. Et puis, cette transformation vers une nouvelle économie, un nouveau capitalisme où on ne peut plus faire un business model comme avant. On va intégrer aussi du quantitatif, du long terme. Et en tout cas, nous, en tant que programme qui intègre des projets impact positif, je peux vous dire qu'il y a 4 ans, un projet impact positif, personne ne savait ce que c'était. Et on était quand même vus comme vraiment les déviants des déviants, presque. Là, aujourd'hui, c'est pris très au sérieux. Ça a permis une accélération que c'est possible. Et en termes d'engagement de l'entreprise et de soutien aux intrapreneurs for good, c'est quand même pas du tout la même chose. Et pour compléter, parce que j'ai pas eu le temps de le dire aussi, c'est que les sujets sont tellement liés à la société, à la planète, que là, on parle d'intrapreneurs au sein de chacune de nos entreprises. Mais le sujet maintenant, c'est vraiment développer l'intrapreneuriat en multi-entreprise. Et c'est pour ça qu'avec Danone et Engie, on a fait une coalition où les collaborateurs des 3 entreprises voyagent dans les 3 systèmes d'innovation sociale de ces entreprises. Et moi, j'ai 4 intrapreneurs, Engie et Danone, pour la 2e année consécutive. Et là, au niveau des projets et des synergies, je peux vous dire que ce sont des leviers démultiplicateurs qui étaient encore pris comme des extraterrestres il y a 1 an et demi. Et aujourd'hui, c'est là, en fait. Ça fait partie de notre vie aujourd'hui. Si je peux me permettre un petit commentaire, moi, je pense que la crise de la Covid a révélé des profils de makers, donc de gens extrêmement débrouillards et qui arrivent à faire énormément avec très, très peu de choses. Devant leur ordi, chez eux, ils ont réussi à accomplir des choses inimaginables simplement en étant ingénieux, en collaborant. Donc, c'est vraiment des profils de gens qui peuvent être des profils même techniques, de gens simples, mais qui ont de l'imagination, qui ont de la créativité, qui essaient des choses. Donc, je pense que ces profils de makers ont vraiment été propulsés à l'avant. Je ne sais pas ce qu'ils vont devenir dans un monde moins en crise, où les choses se normalisent. Je pense que ça va être difficile pour le retour. Mais voilà. Donc, moi, j'aime bien les makers en général et je pense qu'ils ont eu un moment de gloire en ce moment. D'autres choses sur la différence entre pré- et post-Covid? L'intrapreneur pré- et post-Covid, vous avez envie de… J'ai le sentiment que ça va quand même beaucoup dépendre des secteurs d'activité. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs d'activité qui sont tellement fortement touchés que ça risque de changer quand même les priorités de l'entreprise et donc ce qu'on va attendre de ces programmes et des intrapreneurs. Donc, ça sera peut-être plus orienté, j'en sais rien, business ou autre. Il y a des entreprises qui auront mieux traversé la crise que d'autres. Et là, il risque d'y avoir quand même des différences assez notables sur ces aspects-là. Et puis, l'autre sujet qui a été évoqué à demi-mot, c'est finalement la direction innovation, quand elle porte les programmes d'entrepreneuriat, elle se retrouve dans des collaborations beaucoup plus étroites avec les directions RSE, les directions des ressources humaines, probablement aussi. Il va y avoir un sujet d'attractivité, de rétention de talents après les réorganisations des entreprises. Donc, elle est à la croisée des chemins de pas mal de directions et c'est tant mieux probablement pour son rôle. Moi, tu vois, je vois plutôt la Covid comme une opportunité pour les intrapreneurs. Tout à fait. Parce que comme tu as dit, il y a des makers qui se sont révélés et les entreprises… ce que j'ai remarqué, moi, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui nous ont contactés pour savoir comment ça se passait chez Michelin suite à la Covid, parce qu'ils ont vu des gens chez eux se mettre à faire des choses. Et ils se sont dit, c'est une super opportunité. On ne savait pas qu'ils avaient une tête et qu'ils pouvaient penser et qu'ils pouvaient faire et penser au-delà de leur truc. Et je pense que au contraire, ceux qui ne se sont pas rendus compte qu'il s'est passé quelque chose, ils ont raté une opportunité, je pense. Enfin, il y a plein de choses négatives sur la Covid, mais peut-être ça, c'est à mon avis quelque chose de positif. Ouais. Alors, ça va me permettre de poser peut-être la dernière question, puisqu'on approche de la fin.
Il y avait une question qu'on devait traiter en tant que panel, que vous deviez traiter en tant que panéliste. Alors, il y a juste, excuse-moi Véronique, Pardon. il y a juste quelqu'un qui a posé une question dans le Vas-y, alors, Q&A. c'est mieux, très bien. Chris, Qui est, un entrepreneur peut devenir entrepreneur, mais l'inverse est-il possible? Oui, bien je sûr. ne sais pas si l'affirmation est vraie et juste. Qui veut répondre? Oui, bien sûr, en fait, mais parfois, ils ne le souhaitent pas forcément. C'est-à-dire l'entrepreneur et le start-upper en particulier a encore des difficultés culturelles ou autres, des freins à se dire intrapreneur. Mais par exemple, un start-upper dont l'entreprise vient d'être rachetée par un grand groupe, de fait, devient intrapreneur, qu'il le veuille ou non. Mais effectivement, du coup, l'inverse est complètement possible, selon moi. Il y a juste une chose que j'ai rajoutée là-dessus, c'est que en fait, les grandes entreprises, quand elles se lancent sur l'entrepreneuriat, et notamment en cas de spin-off, elles se posent toujours la question en disant, bon, ils vont partir, c'est des gens bien, donc moi, je vais pouvoir les récupérer. En fait, généralement, un intrapreneur, quand ça a vécu ce moment d'adrénaline et quand ça a fonctionné, hein, quand ça tourne, quand ça monte, il n'a pas forcément envie de revenir dans le grand groupe. Hein. Donc, dans ce sens-là, j'ai des gros doutes, moi. Après, pour un start-upper de devenir intrapreneur, c'est quand même sympa, on est payé tous les mois quand même. C'est mon cas. Non, mais je veux dire, J'ai été intra, je suis devenue entrepreneur. Et puis aujourd'hui, je suis responsable de l'incubateur à la Banque de France, mais en fait, il faut que je le monte, en fait, même si je ne rentre pas dans le programme, etc. Mais en fait, je fais de l'intrapreneuriat, en fait, c'est quand même ça mon métier. Je dois créer des nouveaux programmes, faire des nouvelles choses, faire bouger les lignes, créer de l'innovation un peu partout, développer des nouveaux projets. Et je n'ai pas besoin d'accompagnement, etc. parce que j'ai cette expertise-là qui me permet d'eux. Mais du coup, je pense que je suis un bon switch entre j'ai fait intra, entre eux, je reviens. Mais je ne suis pas sûre que ça soit forcément non plus vraiment une vraie ligne. C'est pas linéaire, je pense, d'être intra et de devenir entrepreneur. Il y a un gap qui est vraiment immense en termes de posture qu'on n'apprend pas quand on est intra par rapport à quand on est entrepreneur. Il faut sauter dans le vide, on va dire. Ouais, mais du coup, c'est difficile quand on a eu l'intrapreneuriat de se jeter dans le vide. Je pense que c'est encore plus compliqué que quand on n'a pas touché à l'intra. Ok, excuse-moi, parce qu'on arrive à la fin de la table ronde, donc il est 20h02. Donc Sylvie, est-ce que tu veux dire au revoir à tout le monde, remercier tout le monde? Écoutez, oui, c'était très riche, très très riche, et les questions ont bien suivi. Il y en a encore quelques-unes, mais bon, je pense qu'on répondra peut-être par écrit, parce que là, il faut qu'on termine, hein, sinon ça va couper. Donc je vous dis merci à tous. Il y aura un livre blanc suite à ce webinaire. Évidemment, on le communiquera, en tout cas à tous les inscrits, à toutes les personnes qui ont fait partie de cette table ronde. Et puis je remercie surtout les 5 intervenants qui nous ont donné du temps et qui ont partagé toutes leurs expériences et qui ont répondu à toutes vos questions. Merci à vous 5.